Le cliquetis des couverts, le murmure des conversations, un mardi soir comme les autres à la cuillère dorée. Pour le PDG milliardaire Richard de La Rochefoucauld, c'était un rare moment de normalité au milieu d'un tourbillon d'acquisitions et de réunions du conseil d'administration. Mais de l'autre côté de la salle à manger animée, un échange silencieux se déroulait, qui allait faire voler en éclats son monde si soigneusement construit. Une jeune serveuse, dont les mains se mouvaient avec une précision gracieuse, communiquait en langue des signes. Richard observa, un éclair de curiosité se transformant en une incrédulité stupéfaite, alors que sa propre fille sourde, un secret qu'il gardait férocement, lui répondait de la même manière depuis leur banquette isolée dans un coin. Ce qui suivit fut une cascade de révélations, une toile enchevêtrée du passé, et une confrontation avec une vérité que Richard avait désespérément tenté d'enterrer. Préparez-vous à voir vos cordes sensibles vibrer et vos perceptions remises en question. Car ce n'est pas seulement une histoire. C'est un drame de la vie réelle qui prouve que le destin communique souvent de la manière la plus silencieuse. Richard de La Rochefoucauld, un homme habitué à commander l'attention, se retrouvait simple observateur dans l'ambiance feutrée de la cuillère dorée. Le restaurant, un établissement réputé pour son service discret et ses prix exorbitants, était son sanctuaire ce soir-là. Il était assis dans une cabine isolée à l'arrière, la banquette de velours moelleux épousant confortablement sa silhouette. En face de lui était assise sa fille, Émilie. Ses yeux, de la couleur d'une mer d'orage, parcouraient le menu avec une intensité qui démentait ses 16 ans. Émilie était belle, intelligente et farouchement indépendante. Elle était aussi sourde. Richard avait appris à naviguer dans le monde de silence d'Émilie, un monde qui était devenu le sien après son diagnostic à l'âge de 5 ans. Il avait engagé les meilleurs tuteurs, l'avait inscrite dans des écoles spécialisées, et s'était assuré qu'elle ne se sente jamais limitée par son incapacité à entendre. Ce soir, cependant, une pointe de culpabilité familière résonnait en lui. Il était souvent consumé par son travail, les exigences du groupe La Rochefoucauld étant implacables. Des moments comme ceux-ci, juste deux, étaient rares, des joyaux précieux dans le tumulte de sa vie. Une jeune serveuse s'approcha de leur table, son sourire chaleureux et sincère, son badge indiquait « Abigail ». Richard s'apprêtait à passer leur commande quand il le remarqua. Un changement subtil dans le comportement d'Abigail alors qu'elle regardait Émilie. Ses yeux contenaient une lueur de reconnaissance, puis, avec une grâce fluide qui prit Richard complètement au dépourvu, les mains d'Abigail commencèrent à bouger. Richard la regarda tandis qu'Abigail articulait silencieusement des mots, ses mains dansant dans les airs, formant des formes et des motifs complexes. Il le reconnut instantanément. La langue des signes française. Cela faisait des années qu'il n'avait vu personne en dehors du cercle immédiat d'Émilie communiquer de cette façon. La réaction d'Émilie fut tout aussi surprenante. Son expression concentrée s'adoucit, un petit sourire jouant sur ses lèvres alors que ses propres mains reflétaient les mouvements d'Abigail. Une conversation silencieuse s'engagea entre elles, une langue que Richard pouvait comprendre à un niveau élémentaire, mais dont il ne pouvait saisir pleinement les nuances. Il sentit un nœud de malaise se serrer dans son estomac. Il avait délibérément gardé la surdité d'Émilie privée, un secret étroitement gardé de sa vie publique. Seule une poignée d'employés de confiance et d'amis proches de la famille étaient au courant. Comment cette serveuse, une parfaite inconnue, pouvait-elle savoir communiquer avec sa fille? Et plus important encore, pourquoi Émilie répondait-elle avec une telle aisance et familiarité? L'échange fut bref, ne durant qu'une minute ou deux avant qu'Abigail ne prenne leur commande. Son sourire était toujours présent, mais avec une nouvelle couche de quelque chose que Richard ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Alors qu'elle s'éloignait, Richard se tourna vers Émilie, le front plissé de questions. « Qui était-ce, ma chérie ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. Les doigts d'Émilie volèrent, ses signes rapides et expressifs. Elle s'appelle Abigail. Elle connaît la langue des signes. C'est agréable de parler à quelqu'un ici qui me comprend. L'esprit de Richard s'emballa. Ce n'était pas seulement qu'Abigail connaissait la langue des signes. C'était la familiarité confortable entre elles, la compréhension tacite qui semblait passer entre elles sans effort. Il n'avait jamais vu Émilie interagir avec un étranger de cette manière, si ouvertement, si immédiatement connecté. « L'as-tu déjà rencontré ?» signa Richard en retour, ses mouvements un peu rouillés. Émilie secoua la tête. « Non, c'est la première fois. » Elle a juste su. Richard n'aimait pas ça. Cela ressemblait à une violation de sa vie privée si soigneusement construite. Il se targuait de contrôler chaque aspect de sa vie, surtout en ce qui concernait Émilie. Cette rencontre inattendue ressemblait à une fissure dans le mur qu'il avait si diligemment bâti. Tout au long de leur dîner, Richard se surprit à observer constamment Abigail alors qu'elle se déplaçait entre les tables, ses interactions avec les autres clients polies mais banales.
Rien dans son comportement ne suggérait qu'elle savait qui il était ou que son interaction avec Émilie était autre chose qu'une rencontre fortuite. Pourtant, Richard ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus que ce que l'on voyait. En partant, Richard prit soin d'observer subtilement Abigail à la caisse. Elle ne regarda pas dans leur direction, son attention entièrement concentrée sur le traitement d'un paiement pour un autre client. Il se dit qu'il était paranoïaque, que ce n'était qu'une coïncidence. Mais l'image de leurs deux paires de mains engagées dans une conversation silencieuse restait gravée dans son esprit. Ce n'était que le début. Il le savait. Quelque chose d'important venait de se produire, quelque chose qui avait le potentiel de défaire le tissu soigneusement tissé de sa vie. Ce sentiment diffus ne le quitta pas, s'installant comme une ombre persistante dans les recoins de son esprit habituellement si clair et ordonné. Il était un homme de certitude, de faits et de stratégies calculées. L'inconnu, l'imprévu, le dérangeait profondément, non pas par peur, mais parce que cela représentait une variable qu'il ne contrôlait pas. Les jours qui suivirent leur dîner à la cuillère dorée furent empreints d'un malaise lancinant pour Richard. Il se surprenait à être distrait lors des réunions du conseil d'administration, son esprit revenant sans cesse à l'image d'Abigail et d'Émilie communiquant dans leur monde silencieux. Il ne pouvait se défaire du sentiment que leur rencontre était plus qu'une simple coïncidence. Poussé par ce malaise persistant, Richard fit quelque chose qu'il faisait rarement. Il se plongea dans la vie personnelle de ceux qui l'entouraient. Il chargea discrètement son chef de la sécurité, un ancien agent de la DGSI nommé Thomas Ancelot, d'enquêter sur Abigail. Il fournit à Thomas son nom et une brève description, insistant sur la nécessité d'une discrétion absolue. Thomas, un homme connu pour sa rigueur et sa loyauté inébranlable, se mit immédiatement au travail. En 48 heures, il présenta à Richard un rapport détaillé sur Abigail Moreau. Elle avait 24 ans, travaillait à la cuillère dorée depuis 2 ans et avait un casier vierge. Il n'y avait aucune mention d'un quelconque lien avec la famille de la Rochefoucauld ou d'antécédents connus d'interaction avec des personnes sourdes en dehors de son emploi actuel. Pourtant, un détail dans le rapport se démarqua. Abigail avait fréquenté une université communautaire plusieurs années auparavant, où elle s'était brièvement inscrite à un cours d'introduction à la langue des signes française. Ce fut une entreprise de courte durée, ne durant qu'un semestre. Cela expliquait sa capacité à communiquer avec Émilie, mais cela ne justifiait pas la profondeur de leur interaction ni le comportement inhabituellement à l'aise d'Émilie. Richard restait sceptique. Il devait y avoir plus que ça. Il demanda à Thomas de creuser davantage, d'explorer toutes les connexions possibles, aussi ténues soient-elles, entre Abigail et son passé. Il savait que c'était une gageure, mais une intuition tenace lui disait que c'était important. Pendant ce temps, Émilie semblait inhabituellement joyeuse. Elle avait mentionné Abigail à quelques reprises, exprimant sa joie d'avoir enfin rencontré quelqu'un en dehors de son école qui pouvait signer couramment. Richard essayait de paraître encourageant, lui posant des questions désinvoltes sur leur brève conversation, mais il ne pouvait se défaire de sa suspicion sous-jacente. Une semaine plus tard, Thomas revint avec une nouvelle information, une information qui fit parcourir un frisson glacial dans le dos de Richard. La mère d'Abigail Moreau, Éléonore Vance, avait travaillé comme aide-soignante à temps partiel pour la famille de la Rochefoucauld près de 20 ans auparavant, avant la naissance d'Émilie. Éléonore avait été engagée pour assister la première femme de Richard, Juliane, pendant une grossesse difficile. Le souffle de Richard se coupa dans sa gorge. Juliane. Son nom était un écho douloureux d'un passé qu'il avait tenté d'enterrer. Leur mariage s'était terminé tragiquement, un accident de voiture lui coûtant la vie quand Émilie n'avait que 2 ans. Il avait rarement parlé d'elle depuis, le chagrin trop profond pour être revisité. Il pressa Thomas de lui donner plus de détails sur Éléonore. Le rapport révélait qu'Éléonore n'avait travaillé pour eux que quelques mois avant de démissionner soudainement, invoquant des raisons personnelles. Richard se souvenait vaguement que Juliane avait mentionné son départ, mais à l'époque, cela n'avait pas semblé significatif. Maintenant, avec le recul, une série de souvenirs fragmentés commença à s'assembler. Il se souvint que Juliane avait mentionné qu'Éléonore avait une jeune fille. Cette fille pouvait-elle être Abigail? Cela semblait impossible, une connexion si lointaine et improbable. Pourtant, le timing était bon. Si Éléonore avait travaillé pour eux il y a 20 ans, sa fille aurait probablement l'âge d'Abigail. Richard ressentit un tourbillon d'émotions, choc, incrédulité et un sentiment croissant de malaise. La connaissance de la langue des signes par Abigail et son lien avec Émilie pourrait-il être plus qu'une simple coïncidence? Pourrait-il y avoir un lien caché entre leurs familles? Un secret enfoui dans le passé? Il décida qu'il devait voir Éléonore Vance. Thomas réussit à la retrouver. Elle vivait dans une petite ville à quelques heures de là. Richard prit des dispositions pour la rencontrer, disant à Émilie qu'il avait un important voyage d'affaires. Il ne pouvait se résoudre à lui parler de ses soupçons pour le moment.
Le trajet fut rempli d'une anticipation nerveuse. L'esprit de Richard s'emballait, essayant de reconstituer les fragments de son passé avec le présent troublant. Qu'avait vu Éléonore Vance pendant son séjour chez eux? Pourquoi était-elle partie si brusquement? Et que savait-elle, le cas échéant, de la surdité d'Émilie? Il arriva devant une modeste maison, la peinture légèrement écaillée, le jardin en friche. Éléonore l'accueillit à la porte, ses yeux s'écarquillant de surprise en le reconnaissant. Elle était plus âgée maintenant, son visage marqué par les rides du temps et peut-être une pointe de lassitude, mais il pouvait encore voir la ressemblance avec la jeune femme dont Juliane avait parlé. La conversation qui suivit fut tendue et révélatrice. Éléonore était initialement hésitante, mais lorsque Richard expliqua sa rencontre avec Abigail et ses découvertes ultérieures, son comportement changea. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle confirmait qu'Abigail était bien sa fille. Elle révéla que son départ soudain de la maison de la Rochefoucauld était dû à une crise personnelle. Elle avait eu du mal à s'occuper d'Abigail, qui avait été un bébé maladif à l'époque, et les exigences du travail étaient devenues écrasantes. Elle était partie sans explication, se sentant honteuse et inadéquate. Lorsque Richard aborda le sujet de l'apprentissage de la langue des signes par Abigail, l'expression d'Éléonore s'assombrit. Elle expliqua qu'Abigail avait toujours été attirée par cela, apprenant quelques signes de base dans son enfance grâce à une émission de télévision. Cependant, elle admit qu'elle était surprise par la fluidité d'Abigail. Alors que Richard se préparait à partir, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'Éléonore cachait quelque chose. Il y avait une tristesse dans ses yeux, un malaise persistant qui reflétait le sien. Il avait découvert un lien avec son passé, mais cela semblait avoir soulevé plus de questions que de réponses. Les fils du passé commençaient à se dénouer, mais il n'avait aucune idée à quel point ils étaient enchevêtrés. Il sentait qu'il n'avait fait qu'effleurer la surface d'une vérité bien plus complexe, une vérité qui avait le pouvoir de redéfinir tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre histoire. Richard rentra chez lui, l'esprit encore sous le choc de sa conversation avec Éléonore. Il avait confirmé le lien entre leurs familles, mais la raison de la connexion apparemment profonde d'Abigail avec Émilie restait un mystère. Il décida d'observer Émilie de plus près, espérant comprendre la profondeur de ses interactions avec Abigail sans révéler son enquête. Au cours des semaines suivantes, Richard effectua plusieurs visites discrètes à la Cuillère Dorée, s'assurant toujours d'être assis à une distance où il pourrait observer Émilie et Abigail sans être remarqué. Il regarda Abigail servir leur table, ses interactions avec Émilie toujours ponctuées de brefs échanges en langue des signes. Il remarqua la camaraderie facile entre elles, les sourires partagés et les regards entendus qui témoignaient d'un lien allant au-delà de celui d'une serveuse et d'une cliente. Un soir, Richard vit quelque chose qui le surprit vraiment. Alors qu'Abigail débarrassait leur table, Émilie lui glissa subtilement un petit morceau de papier plié. Abigail le prit d'un signe de tête discret et le glissa dans la poche de son tablier. Le cœur de Richard se mit à battre la chamade. Elles communiquaient en dehors de leur brève interaction au restaurant. Il savait qu'il devait découvrir ce qui se passait, mais il ne voulait pas non plus trahir la confiance d'Émilie. Il décida de l'aborder indirectement. « Ma chérie, signa-t-il un soir. J'ai remarqué que tu sembles aimer parler avec Abigail au restaurant. » Le visage d'Émilie s'illumina. « Oui, papa. C'est tellement agréable d'avoir enfin quelqu'un à qui parler vraiment. Elle me comprend. C'est merveilleux, Émilie. » Richard signa en retour, gardant soigneusement un ton neutre. « De quoi parlez-vous toutes les deux ?» Émilie hésita un instant, ses doigts ralentissant, juste de choses et d'autres. Richard savait qu'elle ne lui disait pas tout. Il pouvait voir le regard méfiant dans ses yeux, un regard qu'il avait rarement vu auparavant. Il était clair qu'Émilie et Abigail partageaient un secret, et il était déterminé à le découvrir. Il décida d'essayer une approche différente. Il demanda à Émilie si elle aimerait inviter Abigail à dîner à la maison. Il présenta cela comme un moyen pour lui de remercier Abigail d'être si gentille avec elle. Émilie fut ravie de l'idée. Le dîner fut organisé pour le samedi suivant. Richard s'assura que tout soit parfait, voulant qu'Abigail se sente à l'aise et la bienvenue. Quand elle arriva, elle fut polie et respectueuse. Mais Richard ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait une tension sous-jacente dans l'air. Tout au long de la soirée, Émilie et Abigail se laissaient souvent emporter dans leurs propres conversations silencieuses, leurs mains bougeant rapidement alors qu'elles partageaient des blagues et des histoires. Richard les regardait, essayant de déchiffrer leurs échanges, se sentant comme un étranger dans sa propre maison. Après le dîner, pendant qu'Émilie allait chercher le dessert, Richard décida de parler à Abigail seule. « Abigail, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « J'apprécie que vous soyez si gentille avec Émilie. Elle apprécie clairement votre compagnie. »« C'est mon plaisir, monsieur de la Rochefoucauld, » répondit Abigail, son regard stable. « Émilie est une fille charmante. »
J'ai remarqué que vos conversations vont au-delà de la simple prise de commande, continua Richard. Vous semblez avoir un lien étroit. Abigail hésita un instant avant de parler. Émilie et moi sommes devenus amis. Nous parlons de choses qui sont importantes pour nous. Quel genre de choses? Insista Richard. Abigail le regarda directement, ses yeux remplis d'un mélange de défi et de tristesse. Des choses dont Émilie ne sent peut-être pas qu'elle peut vous parler. Richard ressentit une pointe de culpabilité. Avait-il été si consumé par son travail et son propre monde qu'il n'avait pas réussi à se connecter véritablement avec sa fille? Avant qu'il ne puisse répondre, Émilie revint, son visage rayonnant alors qu'elle tenait une assiette de biscuits. Le moment pour une conversation plus profonde était passé. Alors qu'Abigail partait, Richard la remarqua glisser quelque chose dans la main d'Émilie. C'était un autre morceau de papier plié. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer cela. Il devait comprendre ce qui se passait dans le monde secret de sa fille. Plus tard cette nuit-là, après qu'Émilie se soit couchée, Richard trouva le mot glissé sous son oreiller. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il le dépliait. L'écriture était celle d'Abigail, les mots soigneusement formés. « Émilie, lisez-il. Je comprends ce que tu traverses. Tu n'es pas seule. D'autres connaissent la vérité. Retrouve-moi au parc demain après-midi à 15 heures. Nous devons parler. » L'esprit de Richard s'emballa. Quelle vérité? Qu'est-ce qu'Émilie traversait dont elle ne pouvait pas lui parler? Et qui étaient ces « autres » qu'Abigail mentionnait? Il ressentit un sentiment croissant d'effroi. Il était clair que le lien entre Émilie et Abigail était bien plus profond qu'il ne l'avait imaginé, et quel que soit le secret qu'elle partageait, il avait le potentiel de faire voler en éclats son monde si soigneusement construit. Il savait qu'il devait être à ce parc demain. Il devait connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le silence de sa maison luxueuse semblait soudainement lourd, non plus un havre de paix mais un vide rempli de questions sans réponse et de la peur de ce que la lumière du jour pourrait révéler. Il regarda par la fenêtre les lumières de Paris, se sentant plus isolé que jamais au sommet de son empire. L'après-midi suivant, Richard se retrouva assis sur un banc du parc, le regard fixé sur l'entrée, le cœur battant d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Il avait dit à Émilie qu'il avait une autre réunion d'affaires, un mensonge qui pesait lourdement sur sa conscience. Il détestait tromper sa fille, mais il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il devait comprendre le secret qu'elle partageait avec Abigail. À 15 heures précises, il vit Émilie marcher vers lui, ses pas hésitants. Abigail était à ses côtés, son expression sérieuse. Richard se leva à leur approche, ses yeux rencontrant ceux d'Abigail. « Monsieur de la Rochefoucauld, » dit Abigail, sa voix stable mais teintée de nervosité. « Abigail, » répondit Richard, son ton soigneusement neutre. Il se tourna ensuite vers Émilie et signa « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Émilie le regarda, ses yeux remplis d'une tristesse qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses doigts bougeaient lentement, chaque signe délibéré. « Papa, Abigail, c'est ce qui s'est passé. » Le sang de Richard se glaça. Ce qui s'est passé? L'accident, sa surdité. Il n'avait jamais vraiment discuté des détails de l'accident de voiture qui avait coûté la vie à Juliane et laissé Émilie sourde. Il l'avait toujours protégée de la douleur, se concentrant plutôt sur le fait de lui offrir la meilleure vie possible. « De quoi parles-tu, Émilie » signa-t-il, sa voix tremblant légèrement. Abigail S. avança. Monsieur de la Rochefoucauld, Émilie porte un lourd fardeau depuis longtemps, un fardeau dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Richard regarda tour à tour Abigail et Émilie, son esprit s'emballant. Que pouvait bien cacher Émilie? Émilie, signa-t-il à nouveau, sa voix suppliante. S'il te plaît, dis-moi. Des larmes montèrent aux yeux d'Émilie alors qu'elle commençait à signer, ses doigts tremblants. Papa, je me souviens de l'accident. Je me souviens de plus de choses que tu ne le penses. Richard sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il avait toujours cru qu'Émilie était trop jeune pour se souvenir de l'accident, que sa surdité l'avait protégée du traumatisme. Mais ces mots suggéraient le contraire. « De quoi te souviens-tu, ma chérie » signa-t-il doucement. Émilie hésita, puis prit une profonde inspiration et continua. « Je me souviens. Une autre voiture. Ce n'était pas seulement notre voiture. Il y avait une autre voiture et un homme. » L'esprit de Richard vacilla. Une autre voiture. Il n'avait jamais rien entendu au sujet d'un autre véhicule impliqué dans l'accident. Le rapport de police avait été clair. Il s'agissait d'une collision impliquant un seul véhicule, causée par du verglas. « Émilie, es-tu sûre de ça » signa-t-il, sa voix remplie d'incrédulité. « Oui, papa. Je suis sûre » signa-t-elle en retour, ses larmes coulant maintenant librement. « J'ai essayé de te le dire avant, dans mes rêves, mais tu ne comprenais pas.
Le cœur de Richard se serra d'une vague soudaine de culpabilité. Avait-il rejeté ses cauchemars, les attribuant au traumatisme de sa surdité et à la perte de sa mère? Abigail posa une main réconfortante sur l'épaule d'Émilie. Émilie s'est confiée à moi, monsieur de la Rochefoucauld. Elle a ses souvenirs depuis des années, mais elle avait peur de vous le dire. Pourquoi? Signa Richard à Émilie, sa confusion grandissant. Parce que j'ai vu l'homme, signa Émilie, sa voix à peine un murmure. Il était en colère. Il avait l'air en colère contre maman. L'esprit de Richard luttait pour traiter cette information. L'accident aurait-il pu être plus qu'un simple accident tragique? Y aurait-il pu avoir un autre conducteur impliqué? Quelqu'un qui avait une raison d'être en colère contre Juliane? Il regarda Abigail, les yeux remplis de questions. Comment savez-vous cela? Abigail prit une profonde inspiration. Monsieur de la Rochefoucauld, ma mère Éléonore travaillait pour votre famille avant l'accident. Elle m'a raconté des choses dont elle a été témoin. Elle s'inquiétait pour madame de la Rochefoucauld. Elle l'a vu se disputer avec un homme peu de temps avant qu'elle ne parte pour ce voyage. Richard sentit un nœud d'effroi se serrer dans son estomac. Éléonore avait mentionné être partie brusquement en raison d'une crise personnelle, mais elle n'avait pas mentionné avoir été témoin de disputes. « Pourquoi votre mère ne m'a-t-elle pas dit cela avant » demanda Richard, sa voix tendue. « Elle avait peur, monsieur de la Rochefoucauld, » répondit Abigail, « peur de ce qui pourrait arriver si elle s'en mêlait. Elle n'était qu'une aide-soignante et vous étiez un homme puissant. » Richard regarda Émilie, son petit visage marqué par des années de peur inexprimée et de souvenirs enfouis. Il lui avait manqué. Il avait été si concentré sur sa protection contre la douleur de sa surdité et la perte de sa mère qu'il n'avait pas vu sa propre souffrance silencieuse. « Émilie, signa-t-il, sa voix épaisse d'émotion. Je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te croire. » Émilie tendit la main et prit la sienne, ses petits doigts serrant fermement les siens. Richard se retourna vers Abigail. Qui était cet homme? Votre mère l'a-t-elle bien vu? Abigail hocha la tête. Oui, elle l'a vu. Elle a même entendu son nom. C'était Étienne Dubois. Le nom frappa Richard comme un coup physique. Étienne Dubois était un rival commercial impitoyable, un homme connu pour ses tactiques agressives et son animosité de longue date envers Richard et le groupe La Rochefoucauld. Il s'était heurté à Juliane à plusieurs reprises au sujet de son travail de défense de l'environnement, qui avait directement menacé certains des projets de Dubois. Dubois aurait-il pu être impliqué dans la mort de Juliane? L'accident aurait-il pu être délibérément provoqué? La pensée était horrifiante, mais elle prenait soudain un sens terrifiant. Pourquoi Étienne Dubois aurait-il voulu faire du mal à Juliane? Demanda Richard, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ma mère les a entendus se disputer à propos de quelque chose d'important, expliqua Abigail. Quelque chose à voir avec son entreprise et des activités illégales. Madame de la Rochefoucauld a menacé de le dénoncer. Richard sentit une vague de colère et une terreur froide l'envahir. Juliane avait été passionnée et pleine de principes. Il pouvait facilement l'imaginer confronter Dubois si elle avait découvert des malversations. Il regarda Émilie, le cœur rempli d'un nouveau sens du devoir. Il lui devait, ainsi qu'à Juliane, de découvrir la vérité. Il découvrirait ce qui s'était réellement passé ce jour-là, et il traduirait Étienne Dubois en justice, quel qu'en soit le coût. La conversation silencieuse dans le parc avait ouvert une boîte de Pandore de secrets et de mensonges, et Richard savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le monde qu'il avait si méticuleusement contrôlé venait de se fracturer, révélant une fondation pourrie de tromperie et de violence. La quête de vérité était désormais sa seule boussole. Richard savait qu'il ne pouvait pas agir de manière impulsive. Accuser un homme aussi puissant qu'Étienne Dubois, sans preuves concrètes, serait insensé. Il avait besoin de preuves irréfutables qui lieraient Dubois à l'accident. Il se tourna de nouveau vers Thomas Ancelot, le briefant sur les nouvelles informations révélées par Émilie et Abigail. Thomas écouta attentivement, son attitude professionnelle ne faiblissant jamais malgré la nature choquante des révélations. « Nous devons enquêter sur les activités d'Étienne Dubois à l'époque de l'accident », ordonna Richard. « Concentre-toi sur tous les mobiles potentiels qu'il aurait pu avoir pour nuire à Juliane et cherche toutes les incohérences dans le rapport d'accident original. » Thomas hocha la tête. « Je mettrai une équipe dessus immédiatement, monsieur de la Rochefoucauld. Nous serons discrets. » Les jours se transformèrent en semaines, tandis que Thomas et son équipe rassemblaient méticuleusement les informations. Ils se plongèrent dans de vieux dossiers financiers, interrogèrent des témoins de l'entreprise de Dubois et revisitèrent même l'enquête policière originale, à la recherche de détails négligés ou d'incohérences. Pendant ce temps, la relation de Richard avec Émilie s'approfondit. Le secret partagé avait créé un nouveau niveau d'intimité entre eux.
Il fit un effort conscient pour l'écouter vraiment, pour comprendre son monde silencieux et pour reconnaître la douleur qu'elle avait portée. Pendant si longtemps. Il passa également plus de temps avec son tuteur en langue des signes, déterminé à améliorer ses compétences en communication. Un après-midi, Thomas arriva au bureau de Richard avec une pile de documents. Son expression était sombre. « Monsieur de la Rochefoucauld, dit-il, nous avons trouvé des informations troublantes. » L'enquête avait mis au jour plusieurs éléments de preuve clés. Premièrement, les registres financiers montraient un paiement important et inexpliqué d'une des sociétés écrans de Dubois à un mécanicien local qui avait des antécédents de sabotage de véhicules. Ce paiement avait été effectué quelques jours seulement avant l'accident de Juliane. Deuxièmement, l'équipe de Thomas avait retrouvé un policier à la retraite qui avait travaillé sur l'enquête initiale de l'accident. L'officier se souvenait de certains détails inhabituels qui avaient été écartés à l'époque, notamment de faibles traces de pneus sur les lieux qui ne correspondaient pas au véhicule de Juliane. Il avait fait part de ses préoccupations à son supérieur, mais elles avaient été balayées d'un revers de main. Enfin, et c'était le plus accablant, ils avaient obtenu une déclaration sous serment d'Éléonore Vance détaillant la vive dispute dont elle avait été témoin entre Juliane et Étienne Dubois quelques jours avant l'accident. Éléonore avait été réticente à se manifester, craignant toujours des représailles, mais Thomas avait réussi à la convaincre de l'importance de révéler la vérité. Richard sentit une vague de colère mêlée à un profond sentiment de justification. Les souvenirs d'Émilie, le lien d'Abigail et le témoignage d'Éléonore pointaient tous vers la même conclusion horrifiante. La mort de Juliane n'était pas un accident. Il savait ce qu'il devait faire. Il contacta son équipe juridique et leur présenta les preuves que Thomas avait rassemblées. Ils lui conseillèrent de procéder avec prudence, mais convinrent qu'il y en avait assez pour justifier une enquête plus approfondie et potentiellement déposer une plainte officielle auprès des autorités. Richard décida également de confronter directement Étienne Dubois. Il organisa une réunion dans son bureau. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau lorsque Dubois entra. « Richard, » dit Dubois, son ton dégoulinant d'une fausse cordialité. « Quelle surprise! Que puis-je faire pour vous ?»« Ne faites pas semblant de ne pas savoir pourquoi je suis là, Étienne, » répondit Richard, sa voix froide et dure. « Je sais ce que vous avez fait à Juliane. » La façade de Dubois vacilla un instant. Un éclair de surprise dans ses yeux avant qu'il ne retrouve rapidement son sang-froid. « Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Richard. La mort de Juliane était un tragique accident. »« Vraiment ?» rétorqua Richard, plaçant les preuves que Thomas avait rassemblées sur la table. « Celle-ci suggère le contraire. Un paiement à un mécanicien ayant des antécédents de sabotage, des traces de pneus sur les lieux qui ne correspondent pas à la voiture de Juliane, et un témoin qui vous a entendu la menacer. » Le visage de Dubois pâlit, mais il resta provocateur. « Ce ne sont que des accusations sans fondement, de la Rochefoucauld. Vous n'avez aucune preuve. » « J'ai la mémoire de ma fille, » dit Richard, sa voix remplie d'émotion. Elle se souvient d'une autre voiture, d'un homme qui était en colère contre sa mère. Et elle se souvient de vous, Étienne. Les yeux de Dubois se plissèrent. Il savait qu'il était acculé. La bravade quitta son visage, remplacé par un regard de calcul froid. « Même si ce que vous dites est vrai, ce qui n'est pas le cas, » ricana Dubois. « Que pensez-vous pouvoir y faire maintenant? C'était il y a 20 ans. L'affaire est classée. » « Je la rouvrirai, » jura Richard, sa voix résolue. « Je vous exposerai pour ce que vous êtes, Étienne. Vous paierez pour ce que vous avez fait à Juliane et pour la douleur que vous avez causée à ma fille. » La confrontation se termina par la sortie furieuse de Dubois du bureau de Richard, ses menaces résonnant dans l'air. Richard savait que ce n'était que le début d'une longue et difficile bataille, mais il était prêt à se battre. Il avait une fille à protéger et une femme à venger. La vérité, longtemps enfouie, était enfin en train de voir le jour, et Richard de la Rochefoucauld ne reculerait devant rien pour que justice soit faite. Chaque document sur son bureau semblait crier vengeance, chaque souvenir de Juliane alimentait sa détermination. La guerre ne faisait que commencer. Les suites de la confrontation de Richard avec Étienne Dubois furent un tourbillon de procédures judiciaires et d'attention médiatique. Les preuves que Richard avait rassemblées, combinées aux témoignages courageux d'Éléonore et aux détails corroborants du policier à la retraite, conduisirent à la réouverture de l'enquête sur la mort de Juliane. Le procès fut une épreuve exténuante. La salle d'audience était remplie de tension alors que les détails du passé étaient mis à nu. Émilie, bien que protégée des aspects les plus intenses des débats, raconta courageusement ses souvenirs de l'accident, son témoignage livré par l'intermédiaire d'un interprète en langue des signes, sa voix se faisant enfin entendre après des années de silence. Abigail et Éléonore se tinrent aux côtés de Richard et Émilie tout au long de l'épreuve, leur lien forgé dans les secrets partagés et un engagement envers la vérité. Leur présence était une source constante de force pour Richard,
Un rappel des connexions inattendues qui avaient mis au jour cette injustice longtemps cachée. Étienne Dubois se défendit avec acharnement, ses puissants avocats tentant de discréditer les preuves et d'attaquer la crédibilité des témoins. Cependant, le poids des preuves, associé au témoignage poignant d'Émilie et à la résolution inébranlable d'Éléonore, s'avéra trop difficile à surmonter. Après des semaines de délibération, le jury rendit un verdict de culpabilité. Étienne Dubois fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de prison importante. La justice, bien que tardive, avait enfin été rendue. Dans le sillage du procès, la vie de Richard subit une profonde transformation. Il quitta son poste exigeant de PDG du groupe La Rochefoucauld, se consacrant entièrement à sa relation avec Émilie. Il apprit à signer couramment, s'immergeant dans son monde de silence, comblant le fossé qui avait existé à leur insu entre eux pendant si longtemps. Sa relation avec Abigail évolua également. Elle devint une amie proche de la famille, son lien avec Émilie une source constante de joie et de compréhension. Richard reconnut l'impact profond qu'Abigail et sa mère avaient eu sur leur vie, le courage dont elles avaient fait preuve en disant la vérité. Richard créa une fondation au nom de Juliane, dédiée au soutien des enfants sourds et à la défense des victimes d'injustice. Il trouva du réconfort en honorant sa mémoire d'une manière qui lui semblait significative et durable. Émilie s'épanouit dans la nouvelle ouverture et la compréhension au sein de leur famille. Elle devint une jeune femme confiante et articulée, n'étant plus accablée par le poids de ses souvenirs secrets. Son lien avec Abigail resta fort, un témoignage du pouvoir de la connexion et de l'importance d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment. Richard réfléchissait souvent au tournant inattendu du destin qui avait fait entrer Abigail dans leur vie. Une rencontre fortuite dans un restaurant, une langue partagée et le secret longtemps gardé d'une fille avaient dénoué un écheveau de mensonges et finalement apporté la guérison et la justice. Il réalisa que parfois les vérités les plus profondes sont communiquées en silence et que les liens les plus puissants sont forgés face à l'adversité. Le millionnaire avait remarqué une serveuse utilisant la langue des signes et, ce faisant, avait redécouvert sa fille et la vérité qui était restée cachée pendant bien trop longtemps. Le silence avait enfin été rompu, et à sa place, un lien plus fort et plus authentique avait émergé. Il sentait que le poids du passé s'était enfin levé, non seulement pour lui, mais pour l'âme de Juliane, lui permettant de trouver une nouvelle forme de paix qu'il n'aurait jamais cru possible. 3 années s'étaient écoulées depuis que le marteau du juge était tombé, scellant le destin d'Étienne Dubois et, d'une certaine manière, clôturant un chapitre sombre et douloureux pour la famille de La Rochefoucauld. La tempête incessante de l'attention médiatique s'était calmée, remplacée par le bourdonnement régulier et déterminé d'une nouvelle vie. Une vie construite non pas sur les fondations de la domination d'entreprise, mais sur le socle de la guérison, de la connexion et du service. La grande salle de bal de l'hôtel Georges V scintillait sous la lumière d'une douzaine de lustres en cristal. C'était le 3e gala annuel de la Fondation Juliane de La Rochefoucauld, un événement qui était rapidement devenu une pierre angulaire du circuit philanthropique parisien. Ce soir, cependant, l'ambiance était différente. C'était moins un mémorial sombre qu'une célébration vibrante de la vie et de la résilience. Richard de La Rochefoucauld se tenait au pupitre, non plus le PDG impérieux qui commandait les salles de conseil avec une volonté de fer, mais un homme adouci par le temps et transformé par la vérité. Ses cheveux sombres étaient maintenant parsemés de plus de fils d'argent, et les lignes dures autour de ses yeux avaient été remplacées par une chaleur tranquille. Il ne parlait pas de marge bénéficiaire ou de part de marché, mais de seconde chance, du pouvoir de la communication et de la communauté qu'il construisait pour les enfants qui, comme sa propre fille, naviguaient dans un monde de silence. Ses mains bougeaient en tandem fluide avec ses mots, signant pour les nombreux invités et mécènes sourds et malentendants présents. C'était une langue qu'il parlait maintenant avec la fluidité d'un natif, une langue du cœur. Assise à la table d'honneur, Émilie le regardait, un fier sourire aux lèvres. À 21 ans, elle s'était épanouie. La jeune fille timide et hantée qui s'était autrefois cachée derrière un rideau de silence avait disparu. À sa place se trouvait une jeune femme posée et brillante, maintenant en 3e année à la Sorbonne, avec une spécialisation en travail social et une mineure en études juridiques. Ses yeux, toujours de la couleur d'une mer d'orage, possédaient maintenant une clarté féroce. Elle n'était pas définie par le traumatisme de son passé, mais renforcée par celui-ci. À côté d'elle était assise Abigail Moreau. L'uniforme de serveuse avait depuis longtemps été remplacé par la tenue élégante qui convenait à son rôle de directrice de la sensibilisation communautaire de la Fondation. Son parcours avait été tout aussi remarquable. Richard, dans son immense gratitude, lui avait offert un poste et financé ses études. Abigail avait saisi l'opportunité, obtenant un diplôme en gestion d'organismes à but non lucratif et devenant un élément indispensable du succès de la Fondation. Son amitié avec Émilie s'était approfondie en un lien sororal, une alliance indéfectible forgée dans le creuset de secrets partagés et de respect mutuel. Éléonore, sa mère, était assise à proximité,
le visage rayonnant de fierté, un membre chéri de leur famille élargie. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités se mêlaient autour du dessert, Richard trouva un moment de calme sur la terrasse surplombant la ville scintillante. Émilie le rejoignit, un doux châle en cachemire drapé sur ses épaules. « Tu as été merveilleux ce soir, papa. » Elle signa, ses mouvements gracieux sous le clair de lune. Richard sourit, signant en retour. « Nous avons été merveilleux. C'est autant ta réussite que la mienne. » Il marqua une pause, son expression devenant plus contemplative. « Je pense souvent à ta mère. Je pense qu'elle serait fière de ça, de nous. » Elle le serait, affirma Émilie sans hésitation. C'est son héritage. Aider les gens à trouver leur voie. Pendant un moment, ils restèrent dans un silence confortable, un père et une fille qui avaient navigué dans l'abîme et retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, leur lien plus fort que n'importe quel mot prononcé. Cela ressemblait à une fin parfaite, une paix définitive. Mais le passé, Richard l'apprenait, n'est jamais vraiment terminé. Il laisse des échos, des ondulations qui peuvent voyager dans le temps et refaire surface de la manière la plus inattendue. La semaine suivante, une lettre arriva au bureau privé de Richard. Ce n'était pas la correspondance habituelle des associés commerciaux ou des partenaires de la fondation. L'enveloppe était simple, l'écriture dessus un peu tremblante, adressée simplement à Richard de la Rochefoucauld. Son assistante l'avait presque jetée comme du courrier indésirable, mais quelque chose l'avait poussé à la poser sur son bureau. Richard l'ouvrit, le front plissé de curiosité. La lettre à l'intérieur était écrite sur du simple papier ligné arraché d'un cahier à spirale. « Cher monsieur de la Rochefoucauld, vous ne me connaissez pas, mais mon nom est Rebecca Petit. Je suis la fille de Walter Petit. Je sais que le nom de mon père ne vous dit probablement rien, mais c'était le mécanicien qui a travaillé sur la voiture de votre défunte femme il y a toutes ces années. Celui qu'Étienne Dubois a payé. » Le sang de Richard se glaça. Walter Petit. Le mécanicien avait été une pièce maîtresse du puzzle, mais il avait disparu après avoir reçu le paiement de Dubois, bien avant que l'enquête initiale défectueuse ne soit même conclue. L'équipe de Thomas Ancelot avait confirmé son rôle grâce au relevé bancaire, mais l'homme lui-même était resté un fantôme. Il continua à lire, ses mains tremblant légèrement. « Mon père est mourant, monsieur de la Rochefoucauld. Il a un cancer du poumon, et les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques semaines. Il a vécu avec la culpabilité de ce qu'il a fait pendant 20 ans, et cela l'a rongé de l'intérieur. Ce n'était pas un homme mauvais, mais il avait peur. Dubois nous a menacés. Il m'a menacé. Mon père a fait ce qu'il a fait pour protéger sa famille. Il n'a jamais pu se le pardonner. L'argent que Dubois lui a donné était une malédiction. Nous n'en avons jamais dépensé un centime. Il est resté sur un compte en banque, intact, pendant tout ce temps. Il veut que vous l'ayez pour votre fondation. Mais plus que ça, il veut vous dire, à vous et à votre fille, ce qui s'est passé. Il veut vous demander pardon avant de mourir. Il dit qu'il ne peut pas trouver la paix tant qu'il ne vous aura pas regardé dans les yeux pour tout avouer. Je sais que c'est une chose monstrueuse à vous demander, de remuer toute cette douleur à nouveau, mais mon père est un homme brisé et je suis désespéré. S'il vous plaît, si vous avez la bonté dans votre cœur, accepteriez-vous de le rencontrer? » La lettre se terminait par une adresse dans une banlieue ouvrière comme Créteil et un numéro de téléphone. Richard se pencha en arrière dans son fauteuil, la lettre se froissant dans son poing. Son premier instinct fut un nom viscéral. Protéger Émilie. L'affaire était classée. Le méchant était derrière les barreaux. Pourquoi rouvrir ses blessures? Pourquoi soumettre sa fille aux détails sordides des derniers moments de sa mère, de la bouche de l'homme dont les mains avaient mis la tragédie en mouvement? Cela semblait être une conclusion cruelle et inutile à leur histoire. Il garda la lettre pour lui pendant 2 jours, luttant avec elle. Il regarda Émilie pendant qu'elle étudiait, qu'elle riait avec Abigail en appel vidéo, qu'elle débattait passionnément d'un point juridique avec lui au dîner. Il vit la femme forte et résiliente qu'elle était devenue, et il était terrifié à l'idée de faire quoi que ce soit qui pourrait fissurer cette paix durement gagnée. Mais les secrets, il le savait mieux que quiconque, étaient un poison. Il ne pouvait pas prendre cette décision pour elle. Plus maintenant. Ce soir-là, il s'assit avec Émilie et Abigail dans le calme de son bureau. Il tendit la lettre à Émilie, observant attentivement son visage pendant qu'elle lisait. Son expression passa de la curiosité au choc, et enfin à une profonde et silencieuse tristesse. Abigail la lut par-dessus son épaule, sa main se posant instinctivement sur le dos d'Émilie. « Papa » commença Émilie, sa voix un son doux et hésitant qu'elle réservait au moment de profonde émotion. Elle passa au signe, ses pensées s'écoulant plus librement. « C'est beaucoup. Nous n'avons rien à faire, » signa immédiatement Richard, « sont ton protecteur. Je peux demander à Thomas de s'en occuper. Nous pouvons refuser et personne ne nous en voudra. »
Ta tranquillité d'esprit est la seule chose qui compte. Émilie resta silencieuse un long moment, son regard lointain. Abigail la regardait, sans parler, lui laissant l'espace pour traiter l'information. Finalement, Émilie leva les yeux, son regard se verrouillant sur celui de son père. Non. Elle signa, ses mains fermes, décisives. Nous devons y aller. Émilie, ma chérie, tu n'as pas à t'infliger ça, protesta Richard. Entendre les détails de sa bouche, ce sera horrible. Je ne suis plus une enfant, papa. Elle signa, une nouvelle force émanant d'elle. Ce qu'Étienne Dubois a fait ne nous a pas seulement affecté nous. Ça a aussi détruit la vie de cet homme. Ça l'a piégé. Ça a piégé sa fille. La fondation, notre travail. C'est censé aider toutes les victimes d'injustice, n'est-ce pas? Il est aussi une victime, d'une certaine manière. J'ai besoin de l'entendre. Pas pour la vengeance. Plus maintenant. Pour la compréhension, pour la clôture, pour toute la vérité. Abigail parla pour la première fois, sa voix douce mais ferme. Elle a raison, Richard. Il ne s'agit pas de regarder en arrière. Il s'agit pour Émilie de choisir comment elle avance, selon ses propres termes. Elle est assez forte. Richard regarda sa fille, la voyant vraiment, la femme qu'elle était devenue. Elle n'était pas la fille fragile qu'il devait protéger du monde, mais une âme compatissante et sage, forgée dans le feu. Il vit Juliane en elle à ce moment-là, dans son empathie féroce et son compas moral inébranlable. Il prit une profonde inspiration, le dernier de ses doutes s'évanouissant dans une vague de fierté paternelle. « D'accord, signa-t-il. Nous irons ensemble. » La maison de Créteil était petite et méticuleusement entretenue, mais un voile de maladie semblait flotter dans l'air. Rebecca Petit, une femme d'une trentaine d'années, avec les yeux lasses de son père, les accueillit à la porte. Elle les conduisit dans un salon faiblement éclairé où un vieil homme était allongé sur un lit d'hôpital, un réservoir d'oxygène sifflant doucement à côté de lui. Walter Petit était un spectre, une version évidée d'un homme. Sa peau était pâle et translucide, tendue sur ses os. Mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur Richard et Émilie, étaient lucides et remplis d'une agonie qui transcendait la douleur physique. Des larmes coulaient sur ses joues burinées alors qu'il luttait pour parler, sa voix un murmure rauque. Rebecca lui tendit un verre d'eau. « Merci d'être venu, râla-t-il. Je ne mérite pas votre gentillesse. » Richard approcha 2 chaises. Émilie s'assit à côté de lui, sa posture calme, sa présence dégageant une force tranquille qui semblait stabiliser la pièce. « Monsieur Petit, » dit Richard, sa voix douce. « Votre fille a dit que vous vouliez nous parler. » Pendant l'heure qui suivit, Walter Petit déchargea son âme. Il raconta le jour où Étienne Dubois s'était présenté à son garage, comment Dubois connaissait des détails sur sa vie, sur Rebecca, son école, son chemin de retour. Les menaces n'étaient jamais explicites, mais elles étaient d'une clarté glaçante. Dubois voulait que la voiture de Juliane ait une défaillance catastrophique des freins sur la route sinueuse et verglacée qu'elle prévoyait d'emprunter pour une retraite de week-end. Petit avait argumenté, supplié, mais Dubois avait simplement posé une épaisse enveloppe d'argent sur le comptoir et dit « Assurez-vous que ça ressemble à un accident, ou votre fille pourrait en avoir un. » « Je n'ai jamais voulu qu'elle meure, » pleura Petit, son corps secoué de sanglots déchirants. « Je le jure devant Dieu. J'ai compromis la conduite de frein, mais j'ai essayé de le faire de manière à ce qu'elle lâche lentement, pour lui donner un avertissement. Je pensais qu'elle finirait juste dans un fossé. Je n'ai jamais imaginé. Le verglas, la vitesse. » Émilie tendit la main et posa la sienne sur celle, tremblante, de l'homme. Il sursauta, puis la regarda, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle lui fit un petit sourire triste, un geste de grâce pure et sans mélange. « Mais ce n'est pas tout, » râla Petit, rassemblant ses forces pour une dernière confession. La dissimulation. Ce n'était pas seulement Dubois. Il avait de l'aide. Il désigna une petite boîte verrouillée sur sa table de chevet. « Rebecca, prends le livre. » Rebecca récupéra la boîte et tendit la clé à son père. À l'intérieur se trouvait un petit registre noir. « Dubois était arrogant, » murmura Petit. « Il m'a fait tenir un registre du paiement, codé. Il avait d'autres personnes sur sa liste de paie, des flics, des fonctionnaires. Il a dit que c'était une assurance pour s'assurer que tout le monde reste dans le rang. L'un d'eux était l'enquêteur principal sur l'affaire de votre femme, celui qui a écarté les autres traces de pneus, l'inspecteur en chef Renaud. » Richard fixa le registre, l'esprit en ébullition. Il se souvenait du nom. Renaud était celui qui lui avait personnellement assuré qu'il s'agissait d'une affaire tragique et simple, qui avait orienté l'enquête loin de tout soupçon de crime. L'homme avait pris sa retraite avec tous les honneurs une décennie plus tôt. Il a pris de l'argent pour l'enterrer, confirma Petit. Tout est là-dedans,
les dates, les montants. C'est la dernière chose que je peux faire. Le dernier morceau de vérité que j'ai à donner. Il s'affala contre les oreillers, épuisé, mais visiblement plus léger, comme si un grand poids avait été levé de son âme. Émilie signa à son père. Nous devons les aider, papa. Rebecca. Elle ne devrait pas avoir à porter ce fardeau seule. Ce jour-là, Richard passa 2 appels. Le premier fut à son gestionnaire financier pour que la totalité de l'argent maudit de Dubois, avec 20 ans d'intérêt accumulés, soit transférée dans une fiducie pour Rebecca Petit. Le second fut à Thomas Ancelot. Il y avait un dernier fil à attacher, un dernier écho du passé qui devait être mis en lumière. Des semaines plus tard, Walter Petit décéda paisiblement dans son sommeil. Et un mois après, un inspecteur de police retraité et décoré, nommé Michel Renaud, fut discrètement arrêté. Sa réputation impeccable fut brisée par le contenu du petit carnet noir d'un mécanicien mourant. La dernière pièce du puzzle s'était mise en place. Par un après-midi d'automne frais, Richard et Émilie se tenaient devant la tombe de Juliane. Le marbre était propre, orné d'un simple bouquet de lys blanc. Il n'y avait pas de tristesse dans leur visite aujourd'hui, seulement un profond sentiment de paix. « C'est vraiment fini maintenant », dit Richard à haute voix, puis il signa pour Émilie. Elle hocha la tête, appuyant sa tête contre son épaule. Elle regarda l'inscription sur la pierre. « Juliane de la Rochefoucauld, une voix pour les sans-voix, une lumière dans le monde. » Elle se tourna vers son père, une expression pensive sur son visage alors qu'elle commençait à signer. « Je pensais que la justice consistait à punir les méchants. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas ?» Richard attendit, regardant ses mains. « Il s'agit de guérir les personnes qui ont été blessées, » continua-t-elle. « Toutes. Nous. Abigail et sa mère. Même Walter Petit et Rebecca. Nous n'avons pas seulement obtenu justice pour maman. Nous avons trouvé la vérité. Et la vérité, elle libère tout le monde. » Richard regarda sa fille, son cœur gonflé d'un amour si profond que c'en était douloureux. Dans ses yeux compatissants, il voyait le meilleur de Juliane et l'incroyable force de la femme qu'Émilie était devenue. La conversation silencieuse, qui avait commencé dans un restaurant des années auparavant, les avait menés sur un chemin sombre et tortueux. Mais elle les avait amenés ici, à ce lieu de calme compréhension. Le poids du silence était enfin levé, remplacé par le pouvoir durable de la connexion et la promesse d'un nouveau départ, construit non pas sur ce qui avait été perdu, mais sur tout ce qui avait été trouvé. L'histoire de Richard est un puissant rappel que les moments les plus significatifs de la vie arrivent souvent à l'improviste, déguisés en rencontres ordinaires. Une observation fortuite dans un restaurant animé, une langue silencieuse comprise, et un secret longtemps gardé murmuré aux bonnes oreilles, ont déclenché une chaîne d'événements qui allait changer à jamais le cours de la famille de la Rochefoucauld. C'est un témoignage du pouvoir durable de l'amour d'un parent, de la résilience d'une fille, et des connexions inattendues qui peuvent illuminer les coins les plus sombres de notre passé. Ce drame de la vie réelle souligne l'importance de voir et d'entendre vraiment ceux qui nous entourent, de reconnaître les vérités tacites qui se cachent souvent sous la surface. Il prouve que même les secrets les plus profonds peuvent être mis en lumière grâce au courage, à la connexion et à une quête incessante de justice. Si l'histoire de Richard et Émilie a résonné en vous, si elle vous a rappelé le pouvoir de la communication et la force trouvée dans les amitiés inattendues, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec d'autres qui pourraient trouver l'inspiration dans leur parcours. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle captivantes qui vous émouvront, vous mettront au défi et, finalement, vous élèveront. Votre soutien nous aide à porter ces récits importants à un public plus large.